Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous présenter toutes les lectures qui ont rejoint mes bibliothèques ainsi que celles des enfants au cours du mois de décembre. C'est également la dernière vidéo que vous voyez dos à mon sapin puisque je m'apprête à enlever toutes les décorations de Noël. Alors je commence par les livres pour enfants. Je voulais absolument vous en montrer deux que j'ai inclus dans le calendrier de l'Avent des enfants cette année. Notamment mon préféré c'est Plume et les cadeaux de Noël. Peut-être que ces images vous sont familières parce qu'il s'agit d'une série d'albums pour enfants qui sont illustrés par Rebecca Harry qui est très connue et qui fait toujours des albums avec des petits animaux de la forêt qu'on retrouve d'un tome à un autre extrêmement mignons. Et j'aime également beaucoup la colorisation et le travail de petits motifs comme ça argentés qui brillent et que je trouve de toute beauté. La morale de l'histoire est bien entendu très mignonne puisqu'il s'agit de Plume, un petit lapin qui joue avec ses amis puis qui va se retrouver toute seule parce que ses amis préfèrent rentrer parce qu'ils ont très très froid. Et Plume va trouver une pièce dans la neige, elle va la ramasser, elle va la dépenser pour acheter une pelote de laine et avec cette pelote elle va tricoter des vêtements pour tenir chaud à ses amis parce que certainement que comme ça ils pourront de nouveau jouer avec elle et la morale de l'histoire est très touchante puisque les animaux s'excusent de ne pas avoir eux de cadeaux à offrir à Plume et Plume leur explique avec beaucoup de simplicité et de délicatesse que son plus beau cadeau, eh bien c'est d'être avec eux. Et le deuxième album que je leur ai offert, je l'ai découvert par hasard au détour de mes pérégrinations en librairie. Il s'agit de Joyeux Noël, Ours Brun, sorti aux éditions Larousse. Ce sont là aussi les illustrations qui m'ont tapé dans l'œil. J'aime énormément la façon qu'a l'illustratrice de dessiner les petits animaux de la forêt. Vous aurez remarqué, je pense, que mes histoires préférées, ce sont les histoires qui mettent en scène des animaux, hein, voilà, sans trop de surprise. Donc, dans cette histoire, on a un ours brun qui fait, comme tous les ans, son hibernation et qui s'apprête donc à se coucher pour l'hiver. Et ses copains, les animaux de la forêt, le poussent à rester éveillé pour que, pour une fois, il puisse profiter lui aussi de la fête de Noël. Et c'est tendre, c'est mignon tout plein. Ça se passe, c'est presque comme un huis clos, hein, parce que ça se passe essentiellement dans la grotte de l'ours. Mais on s'ennuie pas parce qu'ils font de la pâtisserie, ils préparent et décorent le sapin ensemble, ils emballent les cadeaux, bref, c'est hyper mignon, hyper touchant. Et je me suis régalée avec cette histoire. Et je pense que sur les deux que je vous ai montrées, c'est celle-là qui a la préférence de la part de mes enfants. Pour Noël, Marius a reçu cet ouvrage hyper original dont je voulais absolument vous parler. Ça fait bien longtemps que j'ai découvert en fait ce concept de livre et que je l'avais noté dans la wishlist des enfants pour qu'on leur offre comme cadeau à Noël. Il s'agit d'un livre qui fait partie de la collection Ma première aventure, l'histoire dont tu es le tout petit héros. Donc c'est adapté aux enfants à partir de 4 ans et même plus grand parce que quand ils commencent à savoir bien lire, et ben c'est très chouette, ils peuvent vraiment tout faire de manière autonome. Donc j'ai choisi le livre Au Voleuf, mais il y en a plein d'autres. C'est une collection qui comporte déjà peut-être 6 ou 7 ouvrages différents. À chaque fois c'est une histoire unique avec des personnages uniques qu'on ne retrouve pas d'un tome à un autre. Les illustrateurs sont plusieurs, voilà, c'est un illustrateur par ouvrage et j'ai choisi cet ouvrage parce que c'est celui pour lequel je trouvais que les illustrations étaient les plus mignonnes. Voilà. Alors Au Voleuf, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une enquête policière. Il y a deux mamans qui ont eu des œufs et il y a un voleur qui a volé les œufs de ses mamans. Et au départ, quand l'histoire commence, eh bien, il faut choisir quel enquêteur on va incarner, si on va être Nookie, si on va être JP l'ours ou alors Zo et la souris. Et on a des petits trous ici, 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 aux quatre coins de l'ouvrage qui permettent de sélectionner des personnages ou du sablier. C'est parce que dans votre enquête, il va y avoir des personnages qui vont être là pour vous aider et parfois vous allez perdre du temps, ce qui va vous coûter un sablier. Voilà. Donc on va faire défiler les pages et il va y avoir des choix multiples. L'enfant va devoir effectuer un choix, par exemple,
La première page, c'est il faut rattraper le voleur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir ce qui fait du bruit sur le toit? Est-ce qu'on fonce dans la rue sans attendre? Ou est-ce qu'on va demander aux passants par où le voleur est passé? Et en fonction du choix que fait l'enfant, eh bien on va tourner soit ce petit volet en haut, soit celui du milieu ou soit celui du bas. Parfois il va falloir tourner une page, parfois il va falloir en tourner deux. Et à la fin, en fonction du choix qu'aura fait l'enfant, et à la fin, en fonction des choix qu'aura fait l'enfant tout au long de l'enquête, eh bien soit on va retrouver le coupable, soit on va retrouver que les œufs, ou soit on va rien retrouver du tout. Voilà. Donc l'enfant peut recommencer l'histoire à loisir en faisant des choix différents. Et bref, c'est un concept vraiment que j'adore. Marius s'accroche bien, on l'a déjà fait 3 ou 4 fois depuis Noël. Ça nécessite un petit peu de temps quand même, hein. C'est plus long à lire qu'une histoire normale. Même s'il n'y a pas énormément de zones de texte, mais parce que l'enfant prend le temps de réfléchir aux propositions, de regarder les images, etc. Mais voilà, je trouve que c'est une chouette idée de cadeau que je ne peux que vous recommander. Avant de passer au livre traditionnel, on va dire, j'avais envie de vous présenter 2 ouvrages plutôt random que je me suis pris au cours du mois de décembre. Alors, si vous suivez mes vlogs régulièrement, eh bien, vous aurez vu passer ces 2 ouvrages dans la vidéo précédente. Du coup, vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo pour qu'il n'y ait pas de doublons. Mais si vous ne regardez pas mes vlogs, ça va être une petite découverte pour vous. Donc, je me suis acheté d'abord 100 films coup de cœur à avoir vu avant 10 ans. J'aime beaucoup le format de ce livre qui regroupe à la fois des dessins animés et des films parce qu'il donne plein d'idées de choses à visionner avec ses enfants. Et même si moi je suis plutôt au courant de ce qui se fait en matière de dessins animés, je suis plus newbies on va dire en ce qui concerne les films. Parce que la plupart des films qui sont présentés sont des films qui sont pas tout jeunes. Il y en a certains que j'ai vus moi aussi quand j'étais enfant, mais franchement pas tous. Donc ça donne des bonnes idées de choses à voir en famille. Par exemple, on a un Indien dans la ville, on a la tranche d'âge, sachant que tout le contenu que vous allez retrouver dans ce livre, c'est regroupé en fonction de catégories d'âge. Donc ça commence à partir de 3-4 ans, je crois. C'est ça, 3-4 ans. Et on termine le livre avec les contenus pour les 9-10 ans. Donc par exemple, Un Indien dans la ville, c'est adapté selon le livre pour les 8-9 ans. On a un petit résumé, on a les 3 raisons de voir le film, on a l'avis donc des personnes qui ont rédigé l'ouvrage, et on a un petit warning sur les scènes qui peuvent être potentiellement dérangeantes ou effrayantes pour l'enfant, pour que nous, parents, on se les remémore et qu'on sache peut-être soit les avancer si vraiment ça le fait pas, ou soit les expliquer et en discuter avec l'enfant. Voilà. Donc je trouve qu'il est très bien fait. Là où je trouve que c'est un peu discutable, c'est l'âge. Parce que c'est de manière arbitraire. Par exemple, je vous citais l'exemple de Alice au Pays des Merveilles, quand je tournais le vlog, qui était adapté selon le livre aux 4 ans, et moi je vous expliquais que moi-même, si j'avais vu Alice au Pays des Merveilles à 4 ans, j'aurais été traumatisée, et que connaissant la personnalité de Marius, je vais pas lui montrer tout de suite Alice au Pays des Merveilles, je suis sûre que ça ne lui plaira pas, je suis sûre qu'il ne comprendra pas tout, et je suis sûre qu'il sera effrayé par certaines scènes. Donc avec ce livre, il y a à en prendre et à en laisser, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il offre plein d'idées de choses à regarder avec ses enfants, et ça c'est très chouette. Le dernier livre un peu random que je peux vous présenter, c'est un livre de développement personnel qui a été écrit par 2 psychologues. C'est Je ne veux pas, donc c'est des psychologues du compte Instagram Kids et Family, et d'ailleurs l'autre ouvrage vient aussi de ces 2 femmes-là. Ce sont 2 psychologues qui sont spécialisés dans le rapport qu'on peut avoir avec nos enfants, dans la parentalité positive également. Donc c'est Aurélie Calais et Clémence Prompsy. Donc elles ont, je ne sais pas si elles ont une chaîne YouTube, mais en tout cas elles ont un compte Instagram qui est très bien fait. Et Je ne veux pas, c'est un peu un livre de coaching pour les parents un peu dépassés. J'aime la manière dont est conçu cet ouvrage. Moi j'en suis encore qu'au tout début dans la partie mode d'emploi. Mais sinon, le livre se découpe en 2 parties, en semaine et le week-end et les vacances scolaires. Donc ça regroupe tout, hein. Ça regroupe la toilette, douche-bain, ça regroupe les devoirs, ça regroupe les repas à la maison, ça regroupe les vacances chez papy et mamie. Bref, il y a plein de petites catégories comme ça.
Je peux pas encore trop vous dire ce que j'en pense parce que j'en suis qu'au mode d'emploi. Mais visiblement, d'après ce que j'ai pu lire, en tout cas, ça a l'air très bien fait et surtout pertinent. C'est pas ces grands livres pompeux et remplis de vous devriez faire ci et vous devriez faire ça. Là, c'est plus on vous donne des pistes, à vous de les explorer comme bon vous semble. Ça se fera pas sans effort, ça se fera pas de manière hyper naturelle. Vous ferez des erreurs, c'est sûr, mais en gardant ci et ça en tête, peut-être que les choses s'amélioreront un petit peu au sein de votre foyer. Voilà, et c'est ce message-là que j'aime bien. C'est pas du tout moralisateur, c'est pas du tout culpabilisant comme ouvrage. Et pour le moment, eh bien, je le trouve vraiment très bien. Voilà. Alors pour Noël, j'ai reçu de la part de ma famille un seul livre, mais en même temps je n'en avais demandé qu'un seul. Et quel livre! Il s'agit du tome 5 de Harry Potter. Et c'est la version illustrée par Jim Kay que tout le monde connaît puisqu'il est sorti en fin d'année dernière. Je pense que ce livre s'est retrouvé sous bon nombre de sapins cette année. Il faut dire que c'est un beau bébé, très lourd et très cher aussi, qui coûte 50 €. Vous voyez, moi il est encore sous blister, hein. Je ne l'ai pas déballé parce que j'avais pas envie de le feuilleter tant que c'est pas le moment pour moi de le lire. Et le moment pour moi de le lire, eh bien ce sera en 2024, voilà, dans un an tout pile. Tout simplement parce que là, actuellement, je suis en train de relire le tome 4. Enfin, de le relire, oui, mais surtout de le découvrir, également illustré par Jim Kay. Je m'en fais un par an, donc celui-ci, il sera pour l'année prochaine. Et comme il y a mes enfants qui commencent à toucher à tout parce qu'ils sont situés juste à côté des albums photos de famille, eh bien je préfère le garder sous blister pour vraiment être sûre qu'il ne s'abîmera pas. Mais en tout cas voilà, un des très beaux cadeaux que j'ai reçus. Je passe maintenant au livre un petit peu plus traditionnel que vous avez l'habitude de voir passer sur cette chaîne, et je débute par un manga. Je me suis acheté le tome 10 de l'Atelier des Sorciers. Je me demande vraiment quand est-ce que cette série va se terminer. Alors je me le demande pas parce que je commence à m'y ennuyer, pas du tout, mais plutôt par curiosité. Est-ce que ça va être le genre de série qui va comporter une petite dizaine de volumes, ou est-ce que au contraire ça va s'étendre sur 20-25 volumes, je ne sais pas du tout. Mais je continue d'apprécier toujours autant ces mangas lorsque je m'y plonge. Je me les enchaîne pas, je les espace à chaque fois de quelques mois, mais j'adore m'y replonger lorsque le moment est venu. Je me suis acheté un roman de Lisa Kleypas. Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas acheté. Il s'agit du tome 7 d'une série qui s'appelle Les Ravenelles, série que je vais débuter très bientôt puisque j'ai décidé de lire le premier tome là dans les semaines à venir. Donc c'est de la romance historique. Et j'aime beaucoup la romance historique, bien que je n'en lise pas souvent. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas passer très souvent non plus dans mes book hauls des romans de ce genre. J'en achète pas plus que je ne peux en lire. Mais j'aime énormément la plume de Lisa Kleypas. J'ai déjà lu de cet auteur La Ronde des Saisons, j'ai déjà lu les Hathaway, et donc là je vais m'attaquer aux Ravenelles. Sachant que c'est une série un petit peu particulière dans le sens où je possède déjà les 3 premiers tomes dans ma pile à lire, mais pas du tout les tomes 4, 5 et 6. Là, le tome 7 vient de sortir, dont je me le suis acheté, parce qu'il fait intervenir à l'intérieur des personnages qu'on a côtoyés dans la ronde des saisons, et moi j'adore quand je peux retrouver d'une série à une autre des personnages de cet univers-là. Je suis trop fan. Donc c'est pour ça que vraiment je me suis acheté le tome 7 avant de m'acheter les tomes 4, 5, 6. J'ai voulu m'acheter le tome 4, le tome 5 et le tome 6, sauf que ils ont l'air de ne plus être édités depuis des années, et on ne les trouve qu'en occasion, mais à des prix vraiment abusés. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure le prix qu'a coûté le Harry Potter illustré par Jim Kay. Les tomes manquants des Ravenelles sont un tout petit peu moins chers que le prix du Harry Potter, alors qu'on est sur un livre de poche et de la romance historique, quoi. Donc clairement la spéculation a un grand rôle là-dessous. Les tomes sont introuvables, ils ont du succès, donc les gens qui les vendent, les vendent à un prix hyper élevé, voilà. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que je n'achèterai pas un tome comme ça à 40 €, certainement pas d'occasion. Enfin, il est hors de question que je me lance là-dedans. Mais par contre, peut-être que pour la première fois de ma vie, je me l'achèterai en numérique, et que je devrais le lire sur tablette. Voilà, je ne sais pas, on verra. Mais je pouvais pas du tout passer à côté du tome 7
parce qu'on retrouve des anciens personnages que j'ai déjà côtoyés dans d'autres séries de l'auteur et que j'avais adoré. N'étant plus partenaire Hachette, parce que j'ai décidé, comme je vous l'avais expliqué, de mettre un terme à ce partenariat, étant donné que la plupart des sorties récentes de Hachette ne m'intéressaient pas ou m'avaient déçue. J'ai donc acheté avec mes petits deniers le tome 3 de La Passeuse de mots, écrit par un couple, un duo d'auteurs, qui sont Alric et Jennifer Twice. Là pour le coup c'est une série Hachette que j'aime beaucoup et que je continuerai à suivre avec assiduité. Donc je pensais que ce serait potentiellement une trilogie, mais en fait non, la série continue. Là c'est le tome 3 et c'est clairement pas la fin. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, j'avais adoré le tome 2, j'ai hâte de savoir ce que me réservera ce tome 3. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un univers de fantasy assez complexe qui fait intervenir bon nombre de personnages. Il y a des notions un petit peu compliquées avec cette héroïne qui est passeuse de mots, qui va intégrer certains mots en elle, qui vont lui donner des pouvoirs capables d'agir d'une manière ou d'une autre sur son environnement. Donc je sais qu'il ne faut pas que j'espace trop la lecture de 2 tomes dans cet univers-là, sinon je peux rapidement être larguée. J'ai déjà fait l'erreur avec plusieurs de mes séries que du coup je suis obligée de me relancer du tome 1 pour voilà, remettre les compteurs à zéro. Là je ne le ferai pas. Je lirai je pense au printemps ce tome 3, mais en tout cas je suis très heureuse de me l'être acheté. Je me suis acheté 3 qui est un Valérie Perrin. Alors de cet auteur j'ai eu un coup de cœur pour son deuxième livre que j'ai lu en premier, qui était Changer l'eau des fleurs, qui m'a énormément émue, qui m'a bouleversée, dont j'avais adoré la construction, qui était remplie d'inattendus pour moi. Vraiment ça a été une lecture incroyable. Et par la suite, je me suis lancée, c'était l'année dernière, dans son tout premier roman qui était Les Oubliés du dimanche, qui se passait cette fois dans une maison de retraite, et qui m'a moins plu. Et là, j'ai eu envie d'acheter un de ses livres les plus récents qui s'intitule 3. Alors pourquoi 3? Et bah 3 comme 3 enfants qui vont se rencontrer au CM2 en 1986. Donc on a Adrien, Étienne et Nina. Ils vont entretenir une amitié absolument fusionnelle et vont se jurer de ne jamais se séparer. Et donc on a une alternance entre passé et présent, puisque le présent se déroule en 2017 avec un fait divers où une voiture est retrouvée en tant qu'épave au fond d'un lac et une journaliste qui s'appelle Virginie va couvrir l'événement. Et alors bien entendu, nous lecteurs, on a envie de savoir quel rapport il y a entre ces 3 amis qui se sont rencontrés dans les années 80 et ce fait divers un petit peu sordide. Je ne sais pas encore si je lirai ce livre cette année. Oula, il est assez épais en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il était si gros, il fait presque 700, oui, mais il fait plus de 700 pages, 750 environ. Mais j'espère ressentir les mêmes choses que j'avais ressenties avec Changer l'eau des fleurs. Voilà, c'est un peu qui tout double ce livre. Mais je suis très curieuse à l'idée de le découvrir en tout cas. Un autre livre qui me rend super curieuse et dont j'ai très peu vu d'avis passer, c'est celui-ci, c'est Le Château solitaire dans le miroir. La couve est magnifique. Comme l'indique le petit bandeau que je ne vais absolument pas conserver, il y a eu 1 million d'exemplaires qui ont été vendus. C'est le roman phénomène au Japon. Et ça me fait un petit peu penser au château ambulant de Miyazaki. On a un château qui est à l'intérieur d'un miroir. Dans ce château, il y a une pièce où on ne peut y aller que une fois par jour pour réaliser un seul vœu. Et il faut bien entendu quitter le château tous les jours avant 17 h sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Voilà, le résumé n'en dévoile pas beaucoup, mais le peu que j'en sais, ça m'a l'air extrêmement bien. Donc c'est un roman qui a été écrit par Tsujimura Mizuki. Bien entendu, les protagonistes ont des noms japonais. Et ça m'a l'air exceptionnel. Je vous avouerai que j'ai pas vu passer beaucoup d'avis. Mais les quelques avis que j'ai vus passer étaient absolument dithyrambiques et surtout unanimes sur la qualité de cet ouvrage. Donc j'espère le découvrir tout bientôt. Il n'y a pas énormément de pages, c'est écrit très gros. Et voilà, il y a des interlignes incroyables. Mais en tout cas, il me rend hyper curieuse. Je suis très intriguée et j'espère rien de moins qu'adorer cette histoire. Si vous avez vu la vidéo que j'ai tournée et diffusée au tout début du mois de janvier sur mes relectures, les livres que je compte relire
En 2023, eh bien, vous avez certainement dû apercevoir le premier tome de Grace on Furry qui était sorti à l'époque aux éditions Hachette et qui est écrit, je crois, de mémoire par Tracy Bangart et que j'avais vraiment adoré et que je compte du coup relire cette année parce que je me suis acheté au mois de décembre le deuxième et dernier tome de la duologie. En fait, le premier tome est sorti il y a peut-être 2-3 ans chez Hachette et on a attendu très longtemps d'avoir le fin mot de cette histoire. Je désespérais d'ailleurs que le tome 2 soit traduit un jour en français, mais comme quoi tout arrive, à condition d'être suffisamment patient. Et j'ai donc fait l'acquisition de Reine des Ruines. Je suis trop contente et nul doute que lorsque j'aurai l'occasion de relire le premier tome, je lirai pas loin derrière le tome 2 pour vraiment les enchaîner plus ou moins et ne pas perdre certains éléments de l'intrigue parce que là, si on me disait vas-y lis le tome 2 direct sans relire le premier tome, alors non seulement j'aurais du mal à me remettre dedans je pense, et puis je savourerais pas à sa juste valeur, voilà. Pour vous résumer rapidement l'histoire du premier tome, qu'est-ce que sont les grâces? Que sont les grâces? Eh bien ce sont des jeunes femmes qui sont là pour séduire le prince, qui a une espèce de harem à sa disposition, voilà. Et donc on a notre héroïne qui est la sœur de l'une des grâces, qui est là pour la servir, pour l'aider à s'apprêter, pour la coiffer, pour lui changer les idées. Et en fait, le jour de la présentation, eh bien, le prince ne va pas choisir la sœur, il va choisir l'héroïne, qui était du coup là pour aider la grâce, et qui va se transformer en grâce à son tour par la force des choses, sauf qu'elle, du coup, elle a eu aucun moment de préparation, et tout va lui tomber un peu dessus, comme ça. Je suis très contente, du coup, de m'être acheté peu de temps après sa sortie, ce deuxième tome. Et finalement, j'en arrive au dernier roman que je me suis acheté en décembre. Il s'agit de Que la mort soit douce, le premier tome de, là aussi, un diptyque, une duologie. Et c'est écrit par Laetitia Danaé, une auteure francophone que vraiment j'adore, que j'ai découvert à travers sa trilogie Lune pourpre, que j'ai suivi ensuite avec sa duologie Rosaine. Et j'ai un autre de ses livres en ma possession que je n'ai pas encore lu. Et là du coup je me suis acheté Que la mort soit douce, qui a l'air de posséder un folklore mexicain et qui me fait penser à El Dia de los Muertos de par sa couverture. Et ça faisait tellement longtemps que ce roman était dans ma pile à lire. À chaque fois je repoussais le moment de m'acheter ce livre. Je saurais même pas vous dire pourquoi, j'ai pas de raisons vraiment très pertinentes et cohérentes à vous livrer, mais le fait est que je n'ai ce livre en ma possession que maintenant, alors que ce livre est sorti il y a belle lurette, même le tome 2 est lui-même sorti aux éditions Plume d'Argent. Et c'est donc avec ce roman que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné des idées de lecture ou d'achat au choix. Moi en tout cas je me languis de pouvoir faire toutes ces belles lectures. Évidemment je ne les ferai pas directement, vous me connaissez assez pour ça, mais voilà, ce sont de formidables ouvrages qui rejoignent ma pile à lire, qui rejoignent mes bibliothèques pour mon plus grand plaisir. Je vous souhaite dès à présent de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!